Bonjour à tous, bienvenue au grand rendez-vous sur CNews et sur Europe 1. Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Vous êtes la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée, vous êtes députée des Yvelines, c'est votre grand rendez-vous ce dimanche. Et avec vous, nous allons évoquer pendant cette heure les sujets politiques et d'actualité dans un timing où le pays vient de subir une vague d'émeutes sans précédent et où vendredi s'achèvent les fameux 100 jours du second mandat du président Macron qui prendra la parole à cette occasion. Nous serons alors le 14 juillet. Fracture, immigration, 100 jours, majorité, opposition, rôle du Parlement, les sujets ne manquent pas. Et pour vous interroger avec moi, Stéphane Dupont des Échos. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et Mathieu Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Il y a eu une manifestation hier, Aurore Berger, pourtant interdite, s'est tenue à Paris en souvenir d'Adama Traoré. 2000 personnes sur place, avec une dizaine d'élus, des insoumis, des écologistes. Est-ce une nouvelle fois une façon de défier l'État ? En tout cas, c'est une provocation de manière évidente à partir du moment où vous maintenez l'organisation d'une manifestation qui a été déclarée illégale, qui a été rendue interdite, confirmée par le Conseil d'État. On a des institutions, on vit dans une démocratie, on doit déclarer les manifestations qu'on veut organiser. Et évidemment, il y a la possibilité pour le préfet de police, quand il y a un risque pour la sécurité, quand il y a un risque pour l'ordre public, eh bien, de l'interdire. Il y a une possibilité de recours. Et en dernier lieu, c'est le Conseil d'État qui tranche. Et la provocation, elle est double quand vous êtes un élu de la République. C'est une faute politique de se rendre à une manifestation interdite quand on est député ? C'est pas une fin. Le problème, c'est que eux, volontairement, c'est-à-dire la France insoumise, utilisent cet argument-là. Pas de la faute politique, mais de volontairement aller dans des manifestations illégales pour essayer de faire croire que nous vivrions ici, en France, dans un pays autoritaire. On ne vit pas dans un pays autoritaire, on vit dans un pays où, évidemment, le président de la République et ses décisions peuvent être librement contestées. Ça s'appelle la démocratie, mais où il est hors de question qu'on porte atteinte, tout simplement, à l'ordre public, à la sécurité. Et les forces de l'ordre ont agi de manière exemplaire. Selon Aurore Berger, les députés insoumis qui étaient à cette manifestation, ils jettent de l'huile sur le feu. Ils pratiquent quoi ? La politique du pire après les émeutes que l'on vient de connaître ? Nous, dans le groupe, on a rebaptisé, dans le groupe que je préside, on a rebaptisé la France insoumise, la France incendiaire. Parce que donner vous voyez bien, comme ça à chacun des partenaires politiques. Pas à chacun, mais parce que malheureusement, on vit avec eux depuis un an à l'Assemblée nationale. Malheureusement. Oui, malheureusement. Malheureusement, parce que je pense que c'est pas une chance pour notre démocratie d'avoir 88 députés d'extrême droite et d'avoir 74 députés d'extrême gauche. Et les députés d'extrême gauche, depuis un an, vous voyez bien, vous l'avez largement commenté, on a été malheureusement amené à commenter des comportements dans l'hémicycle et hors de l'hémicycle. Vous les mettez dans le même panier, l'extrême droite et l'extrême gauche ? Je mets dans le même panier. Malheureusement, on a 88 et 89. En tout cas, moi, j'ai jamais considéré que c'était une chance que dans cet hémicycle, on ait ce niveau-là intégré à notre hémicycle et d'extrême gauche et d'extrême droite. Et après, il y a des comportements qui sont différents, il y a des idées qui sont différentes. Moi, je combats les deux. Mais par rapport à votre question, clairement, quand vous êtes un élu de la nation, quand vous vous rendez à une manifestation illégale interdite, je suis désolée, de manière évidente, vous entrez en contradiction avec les valeurs républicaines qui devraient être celles des élus. Au-delà de ça, vous avez probablement vu l'image d'Éric Coquerel qui participe à cette manifestation. On hurle autour de lui, on lance le slogan « Tout le monde déteste la police, tout le monde déteste la police ». Il ne le reprend pas, mais ne bronche pas. Comment qualifiez-vous une telle attitude ? Déjà, la vérité, c'est qu'en France, non, les Français ne détestent pas leur police. Et d'ailleurs, est-ce que c'est un appel à la violence contre la police ? Je ne sais pas si c'est un appel à la violence. En tout cas, ce qui n'est pas normal, c'est qu'on puisse avoir des élus qui ne bronchent pas alors qu'on a des slogans « la police tue »,« tout le monde déteste la police ». Ce n'est pas la première fois, malheureusement, que ce genre de choses se passe. Et c'est absolument inacceptable et intolérable de venir avec son écharpe tricolore et donc d'accréditer ça. À la minute où vous entendez ce genre de propos, vous devez évidemment quitter cette manifestation, mais la vérité, c'est qu'il n'aurait même pas dû être présent dans cette manifestation. On le connaît, il est habituel à l'extrême gauche. Cela dit, dans les circonstances, quand on sait que les policiers ont été attaqués régulièrement ces derniers temps, plusieurs violences, dans ce contexte, pour ça je me permets de reprendre la question, dans le contexte où les policiers ont été régulièrement agressés depuis environ une dizaine de jours, est-ce qu'on peut dire qu'il y a quelque chose d'un peu plus qu'un slogan là-dedans? On appelle peut-être à passer à l'acte envers les policiers. Moi, ce qui m'inquiète, je suis dans un département où on avait des forces de l'ordre qui avaient été attaquées à leur domicile. Vous vous souvenez sans doute de ce couple qui avait été exécuté à son domicile devant ses propres enfants. Ce que je sais, c'est qu'on a des policiers qui, volontairement, quand ils viennent travailler, un commissariat, une gendarmerie, garent leur véhicule le plus loin possible de la gendarmerie ou du commissariat pour ne pas qu'on puisse identifier leur véhicule et qu'on ne puisse pas, du coup, identifier leur domicile et les suivre. Ce que je sais, c'est que je suis élue d'un territoire, Rambouillet,
où une fonctionnaire qui travaillait au commissariat de Rambouillet a été sauvagement assassinée à l'entrée du commissariat. Mais ça, ce sont des constats, Aurore Berger. Oui, mais ce Qu'est-ce que sont vous des constats. proposez Ce sont des constats Une large majorité qui doivent. des Français dans Opinionway, dans Le Parisien ce matin, réclament de la fermeté. Qu'est-ce Bien que sûr. vous répondez? La fermeté, c'est deux choses. Un, c'est de faire en sorte d'avoir largement augmenté nos effectifs. On a réparé ces 6 dernières années. On a réparé parce qu'on a eu 10 000 effectifs de policiers et de gendarmes supplémentaires dans le premier quinquennat et on continue 8 500 dans ce quinquennat-là. Donc si on a pu mobiliser 45 000 policiers et gendarmes dans le cadre des émeutes, et on y reviendra, c'est aussi justement parce qu'on a mis les moyens et qu'on a largement augmenté ces moyens-là. Et surtout, qu'on n'a pas eu la main qui tremble. Vous l'avez bien vu, nos policiers, nos gendarmes n'ont pas eu la main qui tremble. Il y a eu 3 700 personnes qui ont été placées en garde à vue. 500 personnes qui ont été condamnées, qui sont aujourd'hui incarcérées. Et ça, c'est extrêmement important aussi de le dire. Mais est-ce qu'il y a pas quelque chose de paradoxal dans votre propos, c'est-à-dire toujours plus de policiers, on comprend, dans les circonstances. C'était une nécessité. J'entends. Toujours plus de places de prison, mais quand dans une société, il faut toujours plus de policiers et toujours plus de places de prison pour être capable d'assurer l'ordre, même le jour de la fête nationale, est-ce que ça ne veut pas dire que fondamentalement, il y a quelque chose de brisé, un état d'insurrection permanent qui ne dit pas son nom? Déjà, on a augmenté les effectifs, pourquoi? Parce qu'ils avaient été largement diminués, vous le savez bien, dans les quinquennats précédents. Et ça, c'était une erreur. On le voit bien. On a besoin, dans ce pays, d'avoir des forces minimales qui sont engagées, que ce soit policiers, que ce soit gendarmes, avec des besoins qui sont complémentaires. On a eu besoin d'augmenter nos effectifs de renseignements territoriaux, parce que vous avez des nouvelles menaces qui ont surgi ces 15 ou 20 dernières années. Protection policière permanente? Non, vous voyez bien que ce n'est pas le cas. Je suis dans un département qui est extraordinairement contrasté. Vous avez des communes qui ont vécu des émeutes. Je pense à la commune de La Verrière, où des écoles ont même été incendiées et brûlées. Et puis, à 2-3 kilomètres de là, des communes où rien ne s'est passé. Et en vérité, c'est une majorité de communes dans notre pays où rien ne s'est passé. Mais qu'est-ce qu'on fait pour les communes où il se passe quelque chose, sachant que vous avez l'impression de nous dire, Aurore Berger, ce matin, que ce sont les 45 000 policiers et gendarmes qui ont arrêté les émeutes. On sait très bien que dans de nombreuses villes, de nombreuses communes, c'est le trafic de drogue. Ce sont les trafiquants de drogue qui ont stoppé les émeutes parce qu'ils ont dit s'il y a des émeutes, il n'y a plus de trafic de drogue. Je sais. Qu'est-ce qu'on fait contre ça? Ce que je sais, c'est deux choses. 1, 3 700 personnes en garde à vue. Ça veut dire que non seulement les policiers ont été extraordinairement efficaces, qu'il y a une célérité dans la réponse et qu'on a eu, et vous le soulignez régulièrement quand les décisions ne sont pas suffisamment sévères ou à la hauteur de ce qui s'est produit, on a eu, et heureusement, des condamnations qui ont été très claires, avec de la prison ferme et avec mandat de dépôt. Donc des gens qui, dès la nuit, ont dormi en prison. Et je pense que c'était une nécessité aussi de montrer cela. Vous parlez des majeurs et non pas des mineurs. Il y a un grand problème au niveau des mineurs, il y a une grande discussion en ce moment. Elisabeth Borne propose d'ailleurs une amende forfaitaire pour les mineurs. Est-ce que ce n'est pas un peu court? Est-ce que c'est la seule réponse pour l'instant que vous avez? Ce qu'il faut, c'est déjà qu'il y ait une réponse, qu'il y ait une sanction. Donc, mais attendez, on a vécu pendant des années, et vous le savez bien, avec malheureusement une violence qui s'est rajeunie de plus en plus. On l'a vu de manière assez évidente dans les émeutes des derniers jours, avec des très jeunes parfois, de 11 ans, 12 ans, 13 ans, volontairement finalement envoyés d'ailleurs par des plus âgés, en se disant cela ne risque rien. Et en mettant leur propre vie à eux d'ailleurs en danger, parce que quand vous les envoyez au milieu de pillages, d'émeutes et de violences, c'est la vie de ces gamins aussi qu'on met en danger. Ce qu'on a fait... Quelqu'un les envoie, c'est ce que vous semblez dire. J'estime qu'à 11 ans, vous êtes un enfant. Et qu'à 11 ans, il y a à la fois la question de l'autorité parentale qui se pose, il y a la question de celles et ceux aussi qui incitent à ça. Quand on voit les violences de ces jeunes pendant les émeutes, est-ce qu'une amende forfaitaire, c'est la bonne réponse? Les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, ils nous disent, se foutent de nous. Là. Non, mais moi, je me fous de personne. Ce que je sais, c'est que pendant trop longtemps, on a voulu mettre la poussière sous le tapis. On a considéré qu'il n'y avait pas de problème de délinquance des mineurs. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un code de justice pénale des mineurs, volontairement. Et qu'est-ce qui s'est passé grâce à ça? Grâce à ça, on a divisé par 2 les délais de justice. Parce que ce qu'on a découvert dans le précédent mandat, c'est que souvent des mineurs qui étaient interpellés, qui avaient 15 ans, 16 ans, 17 ans, ils étaient jugés une fois qu'ils étaient devenus majeurs, parfois des années après. 23 mois. Ça a été réduit. Aujourd'hui, on est à 8 mois. Il faut encore évidemment réduire. Mais ça veut dire 2 choses. Ça veut dire à la fois que pour la personne mise en cause, il y a enfin une sanction. Et il prend conscience de ce qu'il a commis. Et donc, il est directement sanctionné. Et puis pour la victime,
l'acte de réparation, il est essentiel pour la victime, mais quand c'est réparé 2 ans, 3 ans, 4 ans après, que la personne est toujours dehors et vous continuez à la fréquenter dans votre quartier, imaginez comment vous vivez. Ça, on a complètement changé la donne. Est-ce qu'il faut aller plus loin sur la question des sanctions ? C'est la question que pose la Première ministre. Nous, on y est évidemment complètement ouverts sur notamment la question de la réparation. Qu'est-ce que vous pensez, vous, la Première ministre et la Première ministre ? Est-ce que, par exemple, sur la question qui est soulevée par de nombreux élus, qui est celle de la suppression de l'excuse de minorité, quel est votre sentiment aujourd'hui sur Europe 1 et sur CNews ? Moi, sur ces sujets, on a vu, je pense notamment au meurtre de Shaina. Ça a été malheureusement largement commenté, cette jeune femme qui a été brûlée. À la fois toute la question de la réputation, de la rumeur qui a pesé sur elle. Et c'est vrai que ça interpelle. Ça interpelle que celui qui l'a exécutée à coups de couteau, alors qu'elle était enceinte, celui qui l'a brûlée vive ensuite, ait finalement eu à la fois une peine, certes très lourde, mais une peine qui a été minorée parce qu'il a été considéré comme pouvant bénéficier de cette excuse de minorité. Du coup, donc, sur ce cas-là, la question... Mais c'est toujours compliqué de commenter, vous le savez bien, des décisions de justice. Je vous dis, moi, ma conviction, c'est que sur ce sujet-là, je considère que la peine n'a pas été à la hauteur des exactions qu'il a commises, de ce meurtre, de cette jeune femme qui a été exécutée et qui a été brûlée. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que dans tous les cas, il faut supprimer l'excuse de minorité ? Est-ce qu'il faut revoir l'excuse de minorité dans certains cas ? Les cas les plus graves, celui que j'évoque, c'est évidemment absolument insoutenable. Ça, c'est un débat qu'il faut avoir tranquillement. Quelque chose d'important. Mais c'est pas un débat qu'il faut avoir dans la précipitation. J'entends. Alors, vous le savez, il y a eu une minute de silence à l'Assemblée nationale pour Naël, qui est mort dans les circonstances que l'on sait. Mais corrigez-moi, mais il n'y a pas eu une minute de silence pour Shaina, par exemple, ou il n'y en a pas eu pour Lola. J'essaie de comprendre quel est le principe qui permet de dire une minute de silence pour une personne, mais pas une minute de silence pour les autres. Je ne sais pas vous répondre parce que les minutes de silence sont décidées par la présidente de l'Assemblée nationale. Donc c'est elle qui peut-être dans l'émotion a considéré qu'il valait mieux immédiatement qu'il y ait une minute de silence. Alors parce qu'elle a rattrapé Émeric Caron qui lui aussi voulait faire une minute de silence sur autre chose. Sans doute. En tout cas, moi ce que je sais c'est qu'on a, et ça me paraît plus important, tenu une minute de silence à l'Assemblée nationale pour ce jeune sapeur-pompier de 24 ans qui est décédé dans l'exercice de ses fonctions dans ce qui est un incendie criminel. Bien. Et je crois que ça c'était extrêmement important que l'Assemblée puisse lui rendre hommage. Tout le monde a les yeux maintenant rivés sur le 14 juillet. On a bien vu que Mme Borne allait interdire la vente et le transport des mortiers, que seuls les professionnels allaient s'occuper justement de ces mortiers qui sont en l'occurrence là pour fêter le 14 juillet. Est-ce que c'est une réponse ou est-ce que c'est la seule réponse à la possibilité d'émeutes qui pourraient intervenir le 14 juillet prochain? Déjà, on ne va pas punir l'ensemble des Français parce qu'il y a eu des émeutes en interdisant, parce que parfois c'était la volonté, interdire les feux d'artifice, etc. Heureusement, dans la plupart de nos villes, ce sont des rassemblements populaires, festifs, familiaux, donc on ne va pas punir les Français pour environ 10 000 émeutiers. Donc évidemment, il y a des mesures de bon sens qui s'imposaient. Et en général, les mortiers ne sont pas faits normalement pour viser des commissariats, viser des forces de l'ordre, viser des écoles. Donc à partir du moment où ça devient une arme par procuration, il faut prendre les mesures qui s'imposent. La Première ministre, elle a évidemment raison. Et un dispositif sécuritaire extrêmement important. Vous parlez de 10 000 émeutiers. Elisabeth Borne, dans le Parisien ce matin, parle de 7-8 000. Pierre Brochand, l'ancien patron de la DGSE et d'autres experts disent que ce chiffre est complètement farfelu. On est plutôt sur 50 ou 100 000 émeutiers. Comment vous pouvez parler de 10 000 émeutiers ? On a des estimations par le ministère de l'Intérieur, tout simplement. Et puis on a aussi le volume de celles et ceux qui ont été, d'ailleurs, 98% sont des hommes, qui ont été placés en garde à vue et interpellés. Donc c'est à peu près comme ça. Vous voulez absolument minorer ce qui s'est passé. Non, c'est pas minorer ce qui s'est passé. Personne ne le minore. On peut pas minorer quand vous avez 1100 bâtiments publics qui ont été attaqués et plus de 800 policiers et gendarmes qui ont été blessés. Personne ne peut minorer ce qui s'est passé. Ceux qui cherchent à le faire... Sauf si on veut pas inquiéter les Français. C'est une possibilité. Non, mais on minore pas. Je pense qu'à un moment, tout le monde a vu ce qui s'était passé. Tout le monde a eu les yeux rivés sur vos chaînes, sur les réseaux sociaux. Le monde entier. Vous avez vu les presses des... Oui, mais enfin, moi, je ne prends pas de leçons. Je prends pas de leçons par des presses internationales qui, je suis désolée, posent des questions où ils projettent sur la France leur propre turpitude. Parce que c'est quand même beaucoup ça dans la presse anglo-saxonne, notamment. Et franchement, sur ces sujets-là, ce serait compliqué de recevoir des leçons de la presse britannique ou américaine, alors que le communautarisme est partout, qu'on a des populations qui vivent juxtaposées les unes à côté des autres.
Donc à un moment, non, on n'a, et heureusement pas un pays à feu et à sang, ni un pays raciste. Ils ont le droit de faire de l'information. Ce que vous critiquez, c'est le commentaire. Non, ce que je critique, c'est que derrière, quand on a par exemple sur CNN, moi j'ai un parlementaire qui a été interrogé et qu'on lui explique que la France est raciste. Non, la France n'est pas un pays raciste. Est-ce qu'il y a de la discrimination qui persiste? Oui, et on doit partout la combattre et on s'y attelle. Mais non, la France n'est pas raciste et je refuse qu'on laisse dire cela de notre pays. Alors, dans les premiers jours, il y avait un constat généralisé au moment des émeutes. Il posait la question des effets de l'immigration des dernières décennies et il y avait une forme d'unanimité du commentaire et peut-être des politiques sur le fait que ça posait la question de l'immigration. Une semaine plus tard, François Hollande, mais aussi plusieurs figures de la majorité, nous disent qu'il n'y a pas de lien entre les émeutes et l'immigration. Finalement, autour de cela, quel est votre jugement? Quelle est votre analyse? Le jugement, c'est que vous voyez bien que les émeutes, elles ont été localisées dans un certain nombre de communes qui, de facto, sont des communes qui ont été des terres d'immigration. Parce que c'est là aussi, et c'est un vrai sujet, que pendant des décennies, on a fait le choix de peupler ces communes de cette manière-là, en juxtaposant, là encore, des communautés, ce qui pose des vrais problèmes derrière. Chez les anglo-saxons? Malheureusement, dans un certain nombre de quartiers, dans trop de nos quartiers, c'est ce qui s'est passé. Et c'est une vraie difficulté aujourd'hui que l'on a. Quand on veut attribuer notamment des logements sociaux dans un certain nombre de ces quartiers, il y a des critères qui ne sont pas des bons critères parce que c'est en fonction des communautés supposées d'origine des uns et des autres. Donc ça, je pense qu'il faut impérativement changer la donne et qu'il faudra sans doute que nos élus, que nos maires soient beaucoup plus en première ligne. D'ailleurs, ils le demandent sur les attributions de logements sociaux pour faire en sorte d'avoir des populations qui correspondent aussi à la vie réelle de ces quartiers. Mais au-delà de ça, on l'a dit, chez les émeutiers qui ont été interpellés, 9 sur 10 sont français. On l'a entendu souvent. Mais est-ce qu'il y a bien sûr, est-ce que ça ne témoigne pas d'un écart par ailleurs entre d'un côté des gens qui sont naturalisés, mais qui ne sont pas acculturés ou assimilés? Est-ce que l'élément central des présentes émeutes, c'est pas cet écart croissant entre la nationalité juridique et l'adhésion existentielle ou culturelle à la France? Sauf que là, vous n'avez pas des gens qui ont été vraisemblablement naturalisés. Ce sont des gens bien sûr, mais qui sont nés en France, 2-3 générations. Souvent même de parents français. Donc la question, elle est d'abord, en effet, la question que vous posez sur une adhésion à nos valeurs, une adhésion aux valeurs républicaines, une adhésion au pacte républicain. Et ça, c'est à nous aussi de le faire respecter. Ça pose la question d'abord de l'école, ça pose la question de l'autorité parentale, ça pose la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. Ce sont tous ces sujets-là. Par contre, moi je pense qu'il ne faut pas essayer de voir dans ces émeutes des revendications qui seraient des revendications politiques. Parce que en disant ça, en ayant cette grille d'analyse comme vous l'avez, le risque, c'est qu'on essaye de dire que ces émeutiers avaient un message politique à nous faire passer. Moi, je n'y crois pas. Et ça ne l'est pas. Je pense profondément que le décès de Nahel a été un prétexte à un déferlement de haine et à un déferlement de violence qui est absolument inexcusable. Je ne sais pas si elle est politique. Ce que je sais, c'est qu'en tout cas, c'est un prétexte. D'ailleurs, c'est même le maire de Nanterre qui dit que c'est un prétexte. De la haine à quel endroit? Contre qui? Contre quoi? Contre la police? Contre qui? Vraisemblablement, oui, contre celles et ceux qui ont été attaqués. Qu'est-ce qui a été attaqué? Les symboles de la République française. C'est pas politique, ça, la haine? À savoir les écoles, à savoir des bâtiments publics, à savoir nos forces de l'ordre. Et puis après, il y a ceux qui se sont mêlés à cela pour des tentatives, ou malheureusement des réussites, de pillage. Mais encore une fois, on a réussi à contenir dans un délai beaucoup plus court que lors des précédentes émeutes, puisque ça a duré 5 jours et non 3 semaines. C'est toujours 5 jours de trop, j'en conviens bien volontiers. Mais ça veut dire qu'on a réussi quand même à contenir ces émeutes et qu'il y a eu beaucoup plus d'interpellations et beaucoup plus de condamnations. Il y a aussi les trafiquants de drogue qui, pour leur part, ont joué leur rôle parce que ça bloque le trafic de drogue quand il y a des émeutes dans un quartier. On a été, la majorité et le gouvernement, le plus sévère sur le démantèlement des points de deal et on ne va certainement pas renoncer à ça. On doit impérativement continuer à démanteler ces points de deal parce que ça n'est pas des trafiquants de drogue de dire ce qui est autorisé ou ce qui est interdit dans nos quartiers. En attendant, ça n'est pas fait. Non, mais les démantèlements des points de deal, c'est très clairement en augmentation depuis 6 ans. Ça a même été une priorité affichée, assumée par le ministre de l'Intérieur. Donc évidemment, on doit continuer. Et on a raison de dire, je crois, avec lui, que la réponse ne peut pas être de légaliser demain la consommation de drogue, quelle qu'elle soit, y compris du cannabis, parce que je ne crois pas que ce soit le message qu'on ait envie d'envoyer à notre jeunesse. En attendant, pour revenir à ce que disait Mathieu Bock-Côté sur le thème de l'immigration, quand Emmanuel Macron, après toutes ces émeutes, se déplace à Pau, pas une seule fois, il ne prononce le mot immigration. C'est parce qu'on ne veut pas politiser l'immigration, on ne veut pas faire le lien avec les émeutes?
Non, je ne crois pas que ce soit ça. Déjà, il se déplace à Pau parce que le président de la République, il va au contact. Il est allé au contact de nos policiers dans la nuit, dans le 17e arrondissement de Paris. Il a reçu pendant 5 heures les maires. Et je crois que ça, c'est extrêmement important qu'ils soient en première ligne auprès de celles et ceux qui, eux, ont été en première ligne dans ces mouvements, notamment nos élus locaux qui ont subi des attaques inadmissibles jusqu'à leur propre famille, qui ont été attaqués. Et la police, et c'est pour ça qu'il s'est rendu dans un commissariat. Et c'est responsable d'un président de la République qui dise, alors que il y a cette mort qui intervient de Noël, pratiquement le même jour, dit c'est inexcusable et inexplicable. Est-ce que ça veut dire qu'il est aux côtés des policiers en disant cela ? Je crois que la démonstration a été faite depuis 6 ans qu'on est aux côtés des policiers et des gendarmes. On a renforcé leurs moyens, renforcé leurs effectifs, renforcé leur rémunération. Aurore Bergé, sur cette déclaration-là. Et sur cette déclaration-là, je crois que le rôle aussi d'un président de la République dans un moment qui est un moment de tension du pays, c'est de tout faire pour calmer les tensions qui existent. Donc réagit avec l'émotion qui est la sienne ? Non, il ne réagit pas avec émotion, il réagit avec calme et avec discernement sur la nécessité de faire baisser le niveau de tension potentielle qu'il y avait dans notre pays. Pour le reste, c'est en disant la qu'une justice. mort est inexcusable. On espère évidemment. Par le fait d'un policier. Je pense en tout cas qu'aucun policier ne tire évidemment par volonté ou de gaieté de cœur. Ce que je sais, c'est qu'on a toujours refusé d'utiliser le terme de violence policière. Parce que ceux qui utilisent le terme de violence policière... l'a déjà utilisé avant de le condamner. Mais vous savez que ceux qui utilisent le terme de violence policière, ce sont ceux qui veulent essayer de démontrer qu'il y aurait des violences systémiques dans la police, qu'il y aurait un racisme systémique dans la police. C'est pas ce qu'a reconnu le président de la République dans une interview sur Brut. Il l'avait reconnu qu'il y avait des violences policières. Je crois qu'il a surtout largement dénoncé toutes les tentatives d'instrumentalisation, notamment par la France insoumise, de celles et ceux qui disent au quotidien que la police tuerait ou qui restent en effet dans des mobilisations et des manifestations interdites, organisées par une famille qui a des dossiers extrêmement lourds de délinquance à son actif. Vous parlez de la famille Traoré ? Bien sûr que je parle de la famille Traoré. Et le fait qu'ils aient été aux côtés, d'ailleurs, immédiatement de la famille de Naël, etc., moi, ça m'interpelle. Ça m'interpelle. On ne peut pas faire vivre ça à nos policiers et à nos gendarmes. On peut avoir chacun son interprétation. Moi, je retiens d'un président de la République, le jour de la mort de Naël, il dit c'est inexcusable et inexplicable, alors que l'instruction n'a même pas commencé, ça vient de se produire. Qu'un président de la République, en déplacement à Pau après les émeutes, ne pose pas une seule fois le mot immigration, et au contraire, ce même jour, il se demande publiquement qui aurait pu prévoir de telles émeutes. Et l'ensemble, et vous en faites partie, l'ensemble des élus locaux prévoit le risque d'émeutes comme celle-ci depuis des années, Aurore Bergé. Ce que je retiens, et en effet, on peut avoir des interprétations qui sont divergentes, c'est un président de la République qui a augmenté comme jamais les moyens et les effectifs de la police, de la gendarmerie, des renseignements territoriaux. C'est un président de la République qui n'a jamais faibli sur les questions de la protection des Français. Et la démonstration aussi a été faite sur la manière avec laquelle ces émeutes ont su... On peut s'interroger sur ces déclarations qui sont un peu décorrélées par rapport à ce que vous me dites. Et moi, j'ai aucun tabou sur la question d'immigration. Et là tombe bien, le président de la République non plus. Et typiquement, quand dans le projet de loi immigration, on veut rétablir la double peine qui avait été supprimée par la droite, ça veut dire que celles et ceux... surtout ceux en effet, qui sont aujourd'hui en prison, qui ont été condamnés à de la prison ferme, qui sont illégaux sur notre territoire, si notre loi est adoptée, ça veut dire qu'ils seront immédiatement expulsables. Si notre loi n'est pas adoptée, ça veut dire que notre pays devra les garder. Eh bien, je crois que c'est une raison supplémentaire que de voter ce projet de loi immigration pour envoyer un signal très clair sur ceux qui méritent de rester dans notre pays parce qu'ils s'intègrent à nos valeurs et ceux qui doivent impérativement en être expulsés. Oui. Mathieu Bock. Ou Stéphane Dupont, celui qui veut. À vous écouter, la réponse des forces de l'ordre et du gouvernement aux émeutes qui viennent de se passer a été à la hauteur. Quand on regarde le sondage qui est publié aujourd'hui dans Le Parisien, le sondage Opinionway, les Français, ils ne sont pas du tout de cet avis. Ils réclament plus de fermeté, plus de sanctions. L'insécurité, le sentiment d'insécurité gagne 10 points. L'inquiétude sur l'immigration aussi. On a l'impression que vous êtes un peu en dessous de la main, non ? Réponse courte, Robert. Réponse courte. Mais c'est normal que les Français considèrent par principe qu'il faut toujours être meilleur sur les questions d'insécurité. Évidemment. Et évidemment qu'une nuit d'émeute, c'est toujours une nuit d'émeute en trop. Ce que je sais, c'est que la réponse, elle a été à la hauteur, elle a été efficace, elle a été proportionnée et qu'elle a permis, encore une fois, de contenir et de limiter ces émeutes. On annonce depuis, j'allais dire quelques jours, quelques semaines maintenant, voire quelques mois, un remaniement. C'est dans les cartons, si j'ose dire. Est-ce que, là, en l'occurrence, avec le timing, qui est celui des émeutes, est-ce que c'est une réponse, et si oui, est-ce que ce n'est pas une réponse un peu faible
ce remaniement aux émeutes qui viennent d'avoir lieu? Je vais vous faire la réponse que vous attendez, mais pas celle que vous espérez, à savoir que ça n'est pas à moi, évidemment, de commenter ces sujets et que c'est la prérogative exclusive du président de la République et de la Première ministre de savoir s'il doit y avoir un remaniement et qui doit être concerné ou pas. C'est pas à moi de le commenter. On va vous poser la question autrement. Est-ce qu'au bout d'un an de gouvernement, avec ce qui vient de se passer, est-ce qu'il y a besoin d'un nouveau souffle au gouvernement? Est-ce qu'il y a besoin de... Deux tiers des Français dans un dernier sondage. Je vous donnerai la même réponse. Deux tiers Évidemment, deux tiers vous pouvez des Français. essayer une nouvelle fois. Non, mais je ne sais pas. Je pars d'un constat qui est celui d'un sondage dernièrement, qu'il y a deux tiers des Français, c'est-à-dire plusieurs sondages, qui ne veulent plus de Mme Borne à Matignon. Qu'est-ce que vous leur répondez? Il faut écouter les Français. Il faut toujours écouter les Français. Il faut parfois aussi résister à l'opinion publique dans un certain nombre de cas. Sinon, vous ne faites pas ça, c'est grand-chose. intéressant, ça. Moi, je l'assume, Ouais. je l'avais dit, je crois, sur votre plateau d'ailleurs la dernière fois. Parce que sinon, j'avais été interrogée à l'époque sur la réforme des retraites. Mais Vous voyez justement. bien que si, à un moment, il faut aussi avoir un petit peu de Mais la courage question peut politique encore être Mais posée. je la alors. pose faire en sorte autrement. que des réformes Je la existent et pose que notre autrement, pays tout puisse simplement. avancer. Il y a 100 jours environ, le président de la République disait on a 100 jours pour ramener la paix, la cohérence dans le pays, avoir un pays pacifié. 100 jours plus tard, on pourrait dire que l'objectif est plus ou moins réussi. Mais 100 jours plus tard, moi, du point de vue de l'Assemblée nationale, parce que c'est de là où je parle aussi, en vérité, on a continué à travailler. Et on a continué à travailler Mais sur des diriez-vous que le textes pays qui est sont plus importants. apaisé aujourd'hui qu'il y a 100 jours? Vous avez évidemment ces émeutes, donc forcément, tout est regardé maintenant au prisme de ces 5 jours d'émeutes. La question, c'est qu'est-ce qui s'est passé en 6 ans et concrètement, est-ce que la vie des Français a changé et s'est améliorée? Et sur la question de la protection de leur pouvoir d'achat, sur la question de l'accès aux soins, sur la question de la planification écologique. C'est Attention, des parce que débats. vous ouvrez quand même pas mal de Mais brèches. allez-y, sans problème. Je peux essayer, espérer en tout cas y répondre, parce que je pense que c'est ça qui compte. Et moi, ce que je vois à l'Assemblée, c'est que depuis un an, on a testé une méthode qui est nouvelle et qui est différente parce qu'on est en majorité relative. Ou en minorité? Oui, en même temps, la majorité relative, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes les seuls à pouvoir faire une C'est en majorité pluralité, comme cohérente. on dirait normalement. Oui, mais c'est une majorité cohérente. Parce qu'il faut que tous s'allient contre nous, de l'extrême gauche à l'extrême droite, pour espérer avoir une majorité alternative. Je ne suis pas certaine que les Français aient envie demain d'un gouvernement qui soit formé de Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon, en passant par le Parti socialiste et les Républicains. Donc, il n'y a pas de majorité alternative qui soit cohérente. Donc, je préfère mon terme de majorité relative. Et après, on a réussi à faire adopter des textes qui sont importants. Et la question pour les Français, c'est pas le nombre de textes qu'on a réussi à faire adopter. Ce qui compte, c'est concrètement ce qu'on a fait. Mais alors, ce qu'on a fait sur le travail. Vous parlez de majorité cohérente, majorité relative. Un terme est revenu souvent ces jours-ci. Vous le noterez, on parle de l'arc républicain pour désigner les partis qui sont habilités potentiellement à gouverner et ceux qui ne le seraient pas. Je comprends que LFI n'est plus, selon vous, dans l'arc républicain. Oui. Pour quelle raison? Mais parce que, regardez les premières questions que vous m'avez posées. La première question que vous m'avez posée, c'est des députés de la France Insoumise qui sont allés, sein de leur écharpe tricolore, à des manifestations qui étaient interdites et illégales. Ça, c'est être membre de l'arc républicain. Je pose la question. De manière évidente, non. Alors, C'est personnellement, est-ce participer que le à RN... des manifestations où on dit tout le monde déteste la police? De manière évidente, non. Alors, C'est selon de tels l'attitude critères, qu'ils ont est-ce que eue le dans RN la... est dans l'arc républicain? Non. Pour quelle raison, cette fois? Et pour les raisons qui sont celles des idées et des valeurs qui sont les leurs. Et c'est pas parce que vous êtes silencieux en permanence. À la fin, regardez quels sont les seuls sujets sur lesquels parfois ils osent ou daignent s'exprimer. Parce qu'on le voit bien à l'Assemblée nationale. Il y a une règle très claire qui a été dictée par Marine Le Pen. Seule elle a le droit à la parole. Et ces députés n'ont pas le droit de s'exprimer. Quand ils parlent avec des fiches. Ils lisent ce qu'on leur a préparé. On parlait de Godillot dans le précédent mandat pour les députés Et ça, le fait du groupe, d'avoir des députés La Godillot, ça République en suffit marche. pour ne pas être dans l'arc Je républicain? vous assure que ce n'était pas le cas. Jean- Mais ceux que je vois qui sont purement, en effet, au garde à vous, ce sont les députés du Rassemblement national et de l'extrême droite qui ne développent pas Je comprends. d'idées Mais nouvelles. parce qu'ils ne développent pas d'idées nouvelles, ils ne sont pas dans l'arc républicain. Non, parce que, mais ça c'est une caractéristique sur leur mode de fonctionnement et leur méthode. Et je trouve que Je c'est sais comprendre le intéressant. critère qui C'est permet de savoir intéressant si on de le y est ou noter. non. Mais à la fin, je persiste à penser, et je crois heureusement ne pas encore être la seule dans ce pays, que l'extrême droite française, même s'il refuse ce terme-là, de facto l'extrême droite française, ne fait pas partie de l'arc Mais républicain. pour quelle raison? Moi, je Juste ne comprendre. négocie pas Vous avez donné avec de bonnes l'extrême raisons droite. pour LFI, on comprend, c'est la violence. J'essaie les Les raisons formelles qui disent vous n'êtes pas dans l'arc républicain parlant du RN. Ça pourrait être d'autres aussi. Mais les idées qui sont les leurs, Par exemple, quelles idées Par mais exemple. de manière assez systématique, les seuls sujets sur lesquels ils s'expriment, c'est systématiquement les questions d'immigration. Donc si on parle Systématiquement. systématiquement Non, de la l'immigration, manière avec justement, laquelle il y a une on loi en immigration parle. qui La arrive au manière avec Parlement. laquelle on en parle. C'est-à-dire Mais la manière avec laquelle on en parle. Les mots qu'on a en Par permanence. exemple. Mais toujours les mêmes sujets. Le fait d'avoir des Français, soi-disant des Français de papier. Je suis désolée, moi je ne classe pas les Français en fonction du moment dans lequel ils sont arrivés dans ce pays. C'est pas possible en fait. Quand vous voulez être président de la République, quand vous voulez gouverner, ça veut dire que vous devez impérativement devenir le président de la République de tous les Français. Comment ce serait possible avec une extrême droite qui, de facto,
classe les Français, catégorise les Français, essentialise nos quartiers, considère qu'il y a des Français qui sont plus français que d'autres. Parce que quand vous dites qu'il y a des Français de papier, ça veut dire qu'il y en a qui sont plus légitimes que d'autres. Ça veut dire qu'il y a des meilleurs Français. Je suis désolée, on ne peut pas dire ça, parce que c'est pas parce que vous avez quelques milliers d'émeutiers que tous nos quartiers se résument à ces quelques milliers d'émeutiers. Parce que les premières victimes de ce qui s'est passé, ce sont ceux qui vivent dans ces quartiers. Parce que ce sont leurs écoles qui ont été brûlées, ce sont leurs gamins qui n'ont pas pu rentrer à l'école le lendemain matin. Vous parlez du RN. Jean-Philippe Tanguy, avant de rétropédaler, a utilisé ce terme de nationalité faciale. Donc ça, c'est quelque chose qui va vous faire hurler à nouveau. Mais Bruno Retailleau, qui lui est, si je comprends bien, et je vous pose la question, est-ce qu'il est dans l'arc républicain, pour reprendre ce que disait Mathieu Bock-Côté, lui, il parle de régression ethnique. Et je ne partage pas du tout les termes qu'a employé Bruno Retailleau. Vous me parlez des partis politiques. On essaye de comprendre ce qu'il y a pour vous dans l'arc républicain. C'est un choix, et c'est un choix politique, et les Français peuvent considérer différemment. Mais la question qui se pose à moi... Une nouvelle fois, je vais mettez les Français à l'écart. Non, pas du tout. Mais j'assume de dire que j'ai des convictions politiques, et que peut-être 100% des Français ne partagent pas les convictions politiques qui sont les miennes. Les Français qui ont élu des gens... Justesse là, de le dire. Tous être d'accord. Mais voilà, c'est juste ça. Et c'est bien d'avoir des convictions politiques et de les assumer. Et après, moi, je suis présidente d'un groupe. Qu'est-ce qu'on doit faire à l'Assemblée nationale? C'est donc de trouver sur chacun des textes, sur chacun des projets, des propositions de loi, des majorités. La question, c'est donc avec qui vous allez discuter pour que ces majorités existent. Eh bien, moi, je vous dis que je ne discute pas ni avec l'extrême droite, ni avec l'extrême gauche. Parlons de la loi. Je ne nie pas la légitimité de l'élection. Les Français qui ont voté pour LFI ou pour le RN sont-ils, eux, dans l'arc républicain? Je ne nie pas la légitimité de l'élection. Nous sommes 577, et donc il y a 577 même légitimité. Mais les électeurs de LFI ou du RN sont-ils, eux, extérieurs à l'arc républicain? Non, moi, je n'ai jamais fait de lien volontairement entre celles et ceux qui votent et leurs représentants. Il y en a un quand même. Parce que la nécessité, c'est de parler aux Français. Encore une fois, de parler à tous les Français. C'est le principe de la démocratie représentative. Le principe de la C'est-à-dire que ceux dont vous parlez qui votent sont représentés par ceux qui sont vos collègues à l'Assemblée. Oui, mais moi, j'ai le droit de faire un choix qui est un choix politique à l'Assemblée nationale, de dire que je dialogue, je négocie même parfois, je crée des compromis, je crée des ponts, triez entre les bons et les mauvais Français, finalement. Pas entre les bons et les mauvais Français. Les mauvais Français qui ont voté pour les anti-républicains. Ne faites pas dire ça parce que je n'ai jamais employé ce terme. Moi, je parle à tous les Français. Même les Français qui votent pour des anti-républicains. Mais surtout... Mais non. Surtout à ces Français. Bien sûr que si. Mais non, parce que la réponse, puisqu'il y a un représentant. La réponse, elle ne passe pas par LFI ou le RN. La réponse, elle passe par ce que nous, on doit dire aux Français sur les questions d'insécurité, sur les questions d'immigration, sur les questions de pouvoir d'achat, sur les questions de travail. C'est ça qui compte pour les Français. Vous avez loupé un métro qui est extrêmement important. Mathieu a dit, il y a des gens qui votent. Des gens qui votent, qui élisent un élu à l'Assemblée nationale. Vous dites, je ne parle pas avec cet élu dès lors qu'il soit du RN ou de LFI. Mais donc ça veut dire que in extenso, vous ne parlez pas à celui qui a voté pour lui. C'est le principe de la démocratie représentative. Parce que vous pensez que les gens sont figés? Parce que vous avez voté une fois pour le Rassemblement national, ça veut dire que vous considérez ad vitam aeternam que vous êtes représenté par lui? Ça veut dire que les gens ne peuvent pas changer? Ça veut dire que les gens ne peuvent pas changer? Ça veut dire que les gens ne peuvent pas évoluer? Il y a des gens qui ont voté pour nous qui peut-être le font plus, puis il y a des gens qui n'avaient jamais voté pour nous qui le font. Vous voulez que je vous fasse la liste des députés et des ministres qui ont changé de parti? Mais on a tous évolué. Les Français, les premiers, ont évolué. Donc c'est pas la question. Mais moi, ma responsabilité quand je viens sur votre plateau, c'est pas de trier parmi les Français, c'est de parler à l'ensemble des Français. Je pense que je le fais avec un franc-parler, de manière très directe sur un certain nombre de sujets qui sont pour moi essentiels, notamment sur les sujets d'identité et d'immigration. L'expression l'arc républicain, c'est déjà trier les Français. Non, je considère, je suis désolée, que soit par leurs attitudes, soit par leurs idées, il y a des partis politiques avec lesquels je n'ai pas à faire d'accord politique, parce que je suis une femme politique, parce que je fais des choix qui sont des choix politiques, parce que je dis clairement aux Français un message aussi en le faisant. Et parce que si demain, je m'assois à la table de Marine Le Pen pour aller discuter avec elle, évidemment, ça enverrait un message politique et de dire, vous voyez, il y a une totale banalisation et respectabilité de l'extrême droite. Ça n'est pas vrai. Parce que si demain, je m'assois à la table de Jean-Luc Mélenchon ou de Mathilde Panot, ça veut dire que j'accepte de discuter avec des gens qui, au quotidien, disent la police tue. Je m'y refuse. Et c'est cette ligne-là que je tiens. C'est pas forcément facile. Peut-être que certains ne le souhaitent pas ou aimeraient qu'on se comporte différemment. Mais c'est aussi la ligne politique qui est la nôtre et que j'entends tenir. Revenons à Bruno Retailleau dont on parlait tout à l'heure. Il y a une loi immigration qui est en discussion au Parlement. Comment allez-vous trouver un accord avec Bruno Retailleau, avec les sénateurs de droite, sur ce texte immigration? Est-ce qu'il faut qu'il soit durci ou est-ce qu'il faut qu'il reste en l'état? Alors, le texte immigration, il a commencé son parcours au Sénat.
il y a eu un premier vote au Sénat, en commission des lois au Sénat. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas jeté toute la copie qu'on avait présentée. Ils ont modifié des choses, mais ils n'ont pas jeté la copie. D'ailleurs, ils n'ont pas supprimé, par exemple, le titre de séjour sur les métiers en tension, considérant que dans leur territoire, en vérité, ce sont les chefs d'entreprise de leur territoire qui leur demandent, qui nous demandent que des personnes qui sont présentes sur notre sol, qui respectent nos valeurs depuis des années, puissent être régularisées pour travailler. Le climat politique a beaucoup changé entre le moment où ça a été voté en commission et la situation d'aujourd'hui. Peut-être, mais dans ces cas-là, si en permanence le climat politique doit dicter la manière avec laquelle on a des convictions politiques, c'est un problème. Si on change de conviction politique toutes les semaines en fonction d'un sondage, d'une actualité, d'un événement, il faut faire autre chose que de la politique. Vous pensez que vous pouvez trouver un accord avec les LR sur ce texte? Moi, je pense qu'on peut trouver un accord avec les LR sur ce texte. Je pense qu'on peut trouver un accord aussi avec une partie de la gauche sur ce texte, parce qu'à la fin... Vous croyez? En tout cas, je l'espère. J'avais l'impression que c'était quand même un écartèlement était de plus en plus marqué. Non, parce qu'à la fin, je pense que ce texte, il pose des principes qui sont clairs et qui sont assez radicaux et qui correspondent justement plutôt au moment... À quoi? Quand vous rétablissez la double peine, c'est pas radical? C'est pas une nécessité? C'est la droite qui avait supprimé la double peine. Est-ce qu'il n'est pas temps de la rétablir dans notre pays? De considérer que celui qui a été condamné et qui est en situation illégale, après avoir réalisé sa peine dans notre pays, pour être sûr qu'il y ait une peine, être sûr qu'elle soit exécutée, doit pouvoir être expulsé. C'est ce qu'on a mis dans ce texte. Sur ce texte, Elisabeth Borne, dans Le Parisien ce matin, dit qu'elle a parlé avec les sénateurs Larcher et Retailleau, justement, et qu'ils ont, je cite, bien conscience qu'il faut s'entendre sur le texte. Donc en gros... c'est Renaissance qui fait le texte, c'est la majorité qui fait le texte, et la droite doit s'entendre avec le texte de Renaissance. C'est pas une collaboration, c'est plutôt si, vous ça savez, va dans un sens non, unique. Parce que quand vous êtes à l'Assemblée, au Sénat, quand vous avez des débats parlementaires, il n'y a aucun texte qui ressort avec sa copie initiale, ça n'existe pas. Donc ça veut dire qu'il faut que chacun Donc ils accepte... ont le droit, ils ont voix au chapitre. Évidemment. Évidemment, mais ça va mieux en le disant. Un compromis, c'est pas voilà ma copie, vous la prenez, ou sinon il n'y a rien. Sinon il n'y a pas de compromis, dans un sens comme dans l'autre. Ça va mieux en le disant. Et c'est ça qu'on doit pouvoir faire. Merci de l'avoir dit ce matin sur Europe 1. Avec tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, Aurore Bergé, est-ce que ça va être aussi, je pense, une des thématiques du discours du président le 14 juillet, est-ce que la France est encore réconciliable? Si j'y croyais pas, je ne serais pas là. Si je ne croyais pas que ce soit possible et que ce soit surtout souhaitable, je ne ferais pas de la politique. Alors par où on commence? Donc il y a plein de chantiers. Déjà, il y a la question de nos territoires en général. On a beaucoup parlé, là, de facto, des quartiers politiques de la ville, on va dire, des quartiers prioritaires. Moi, je pense aussi notamment à nos territoires qui sont les territoires plus ruraux. Vous parlez des territoires perdus de la République, comme certains? Non, je parlais justement du fait que, et ça a été largement décrit par d'autres et bien mieux que moi sur les questions d'archipélisation de notre pays, de risque de France périphérique, de ressenti, mais pas que de ressenti. Donc la question, à mon avis, elle est d'abord là, de faire en sorte qu'il n'y ait pas des Français qui considéraient qu'ils sont en seconde, voire en troisième zone. Et ça passe par quoi? Ça passe par le réinvestissement massif des services publics, de manière évidente. Que ce soit l'école, que ce soit la santé, parce que c'est les deux sujets sur lesquels on est attendu. Notamment, mais pas que, c'est aussi l'organisation des soins, c'est la manière avec laquelle vous travaillez entre l'hôpital et la médecine de ville. C'est ce qu'on a fait pour faire en sorte qu'il n'y ait plus des charlatans qui puissent vous soigner dans les centres dentaires. Je dis ça parce que si vous parlez d'argent, vous avez vu que le président de la Cour des comptes, lui, dit qu'il faut trouver 60 milliards d'économies d'ici 2027. Donc je ne sais pas où vous allez trouver là. Il y a à la fois des économies nécessaires. À part augmenter les impôts. Alors, ça n'est pas à l'ordre du jour de manière évidente. On a baissé pendant 6 ans les impôts, ça n'est pas pour les augmenter. Donc ça, je crois qu'il faut être très clair. Il n'y aura pas d'impôt sur les Français au regard des événements qui se sont évidemment déroulés. Et je crois que là-dessus, on a une ligne qui est extrêmement claire. Mais il y a des choix, il y a des priorités. Et on a assumé des priorités. On a assumé des priorités budgétaires sur l'école, sur la santé, sur le régalien. Et je crois que c'était nécessaire. Ce que vous nous décrivez, c'est des réponses de long terme. C'est des choses qui vont prendre des années, voire des décennies. Est-ce qu'il n'y a pas une réponse plus immédiate à ce qui s'est passé? Est-ce que les Français ne sont pas en attente de choses plus concrètes? Vous avez les deux à faire. Vous avez une réponse qui est d'abord une réponse d'ordre, d'autorité et de fermeté. Ce qui est interrogé aussi sur la question de l'autorité parentale, sur des nouvelles dispositions qui pourraient exister si on en a la nécessité. Mais vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas aussi des réponses de moyen long terme. On aura dans 1 an, 2 ans, les premiers effets du dédoublement des classes. Ces enfants vont entrer au collège. Ils vont entrer au collège. Et ça, on mesure déjà les effets sur leur scolarité à l'école élémentaire et primaire. C'est-à-dire voir que tout simplement leur niveau a augmenté. Voir qu'à un moment, on a des enfants qui vont rentrer en 6e et qui vont avoir les fondamentaux qui sont absolument nécessaires. Il y a eu des émeutes, la page est tournée, on redémarre comme avant. Je pense qu'il ne faut surtout pas faire ça. Le chantier qui a été lancé avant, on ne change rien. Non, ce n'est pas ce que je dis.
Je ne dis absolument pas ça depuis le début sur votre plateau. Je pense qu'il ne faut jamais mettre la poussière sous le tapis. Il ne faut pas se dire, ça y est, c'est fini, les émeutes sont derrière nous, donc passons vite à autre chose et oublions cette page-là, parce que les Français ne l'oublieront pas, et parce que les Français qui vivent dans ces quartiers sont marqués par ce qu'ils ont vu, et parce que les Français qui n'y vivent pas se disent, est-ce que ça peut demain m'arriver? Donc il faut apporter évidemment cette réponse qui est d'abord une réponse sécuritaire, une réponse judiciaire, une réponse d'ordre. Quand on discute à l'Assemblée nationale d'un projet de loi sur la justice, on fait quoi? On accélère les délais de jugement, ce qui est quand même une nécessité quand même de réparation pour celles et ceux qui ont été des victimes. On augmente les moyens pour avoir enfin plus de magistrats, plus de greffiers. Donc ça, c'est une nécessité. Mais oui, vous avez aussi, la politique, c'est aussi du moyen et du long terme, des réponses, notamment sur l'école, qui doivent être des réponses de moyen et long terme. Vous parlez de réconcilier les Français. Je pense que le terme revient souvent. Quelles sont les lignes de fracture qu'il faut aujourd'hui réconcilier? Il y a une fracture territoriale, je crois que ça c'est la première, et qu'elle est beaucoup plus vaste en vérité que des fractures qui pourraient être identitaires. Parce que le sujet, c'est comment on fait en sorte que les Français n'aient pas l'impression qu'il y a encore une fois des Français qui tournent à plusieurs vitesses en fonction du territoire dans lequel ils habitent. Et donc ça, je crois que c'est la nécessité absolue. Et c'est pas un hasard si le président de la République a reçu les maires. Parce que c'est eux, avec les parlementaires, les premiers capteurs sur les territoires. Donc ça, c'est le risque. En tout cas, le risque, il est là. Le risque, il est qu'on ait le sentiment d'avoir une fracture dans nos territoires, qui fait le lit d'ailleurs d'un certain nombre de partis politiques. Et après, il y a en effet peut-être des sujets identitaires, des sujets culturels, qui méritent évidemment d'être affrontés. On ne peut pas faire comme si on voyait pas. Identitaires, culturels. Mais on les a largement évoqués quand on a parlé des questions d'immigration, quand on a parlé du projet de loi immigration qui doit arriver et qu'on est en train de commencer à discuter, puisqu'il a commencé son chemin au Sénat. On n'en a pas parlé dans le détail. Si on commence à aborder par exemple la question des visas consulaires, on va se retrouver face à une butée. Si on aborde la question des OQTF, et vous avez eu encore un exemple avec le maire de Béziers, on va se retrouver à une butée. Il n'y a pas de solution magique pour certains dossiers. Je vous remercie de le dire. Parce que parfois, en entendant d'autres de vos interlocuteurs ou invités, on a l'impression que leur simple arrivée au pouvoir serait la solution magique. En effet, la politique, c'est un petit peu plus complexe que ça. Donc, il n'y a pas de solution magique. Quand Robert Ménard marié, ça n'empêche pas de travailler à des solutions. Alors, sur les visas consulaires, par exemple, que vous avez évoqués, vous savez très bien que la réponse, pour faire en sorte qu'ils reprennent leurs ressortissants, et à ce titre, je trouve d'ailleurs que la déclaration du gouvernement algérien était absolument scandaleuse sur la manière avec laquelle ils ont parlé de l'ingérence étrangère. C'est une forme d'ingérence. C'est une forme d'ingérence, oui. Et je trouve que c'est absolument scandaleux. Quand le gouvernement algérien dit s'inquiète de la situation de ses ressortissants en France, c'est qu'il continue de traiter les Français qui ont les papiers français, tout ça, il les traite comme des Algériens d'abord. Comment comprenez-vous une telle intervention? Je crois qu'il y a une volonté de conflictualisation diplomatique de manière un peu comme la Turquie le fait quelquefois en disant aux Turcs en Europe, ne vous assimilez pas. Oui, et c'est pour ça que je pense que là-dessus, il faut que l'État soit puissant. Et pour que l'État soit puissant, il faut que l'État soit au clair sur ses valeurs, ce qu'on est. Il faut que l'État soit puissant dans les territoires, qu'il ait réarmé ses services publics dans les territoires, qu'on soit très au clair aussi sur la pratique de la religion, évidemment, ce qu'on a fait, sur la nécessité de formation des imams, sur la nécessité qu'ils prêchent en français, sur le réarmement de nos services territoriaux, de nos renseignements territoriaux. C'est aussi donc les voyages du président de la République et ensuite de Madame Borne en Algérie n'ont pas servi à grand-chose, si je comprends bien. Si on se retrouve avec cette crise diplomatique que vous évoquez vous-même, Aurore Bergé, ça veut dire qu'on en est à minima au point de départ. Que le président de la République se déplace est une nécessité parce qu'on doit avoir, et on le sait bien, on a des liens qui sont très intimes et très particuliers avec un certain nombre de pays, et notamment l'Algérie. Donc on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Après, je crois qu'il faut être très au clair, évidemment, encore une fois, avec les valeurs qui sont les nôtres, et refuser ces tentatives qui existent de déstabilisation. Parce que quand on est au cœur des émeutes et au cœur des violences... Accord d'Évian. Les accords de 68, en fait. Oui, la proposition d'Édouard Philippe, est-ce que vous y êtes favorable ou défavorable? C'est une question qui est juridique, qui est très complexe en vérité, parce que si vous revoyez des accords qui sont des accords binationaux, d'État à État, ça veut dire qu'on pourrait revenir à la situation antérieure. Et la situation antérieure, elle était en fait beaucoup plus souple encore que cet accord. Donc c'est un vrai chantier. Et là encore, en effet, c'est pas une solution. Vous ne répondez pas à la question. Vous y êtes favorable ou défavorable? Je vous dis sur le principe. C'est compliqué, certainement, c'est compliqué. Mais oui, mais parce que je dis la vérité. La vérité, c'est que dire qu'on pourrait immédiatement dénoncer cet accord. Édouard Philippe l'a dit lui-même, il sait bien que c'est beaucoup plus complexe que ça. La question, elle n'est pas là. La question, elle est surtout sur le fait qu'on ait un État clair sur les valeurs qui sont les siennes, sur les valeurs républicaines qui sont les siennes, ce qu'on a fait sur la lutte contre le séparatisme notamment, les réseaux qu'on a pu démanteler, les commerces qu'on a pu interdire. C'est grâce à quoi? Grâce à la loi séparatisme. Et je
constate, malheureusement d'ailleurs, que des députés, extrême droite et extrême gauche, n'ont pas voté cette loi. Alors que c'est une loi qui protège les Français justement de l'entrisme, des ingérences, d'un risque à un moment d'un islam qui soit un islam politique dans notre pays. Vous l'avez dit notamment sur les réseaux turcs, par exemple. Donc ça, il faut être très au clair. Et nous, on l'est là-dessus. Mais nous, on l'est. je reviens sur votre idée de réconciliation qui est importante. Vous avez parlé territorial, identitaire, et sur le plan politique. Vous me permettrez d'y revenir, mais c'est important. Vous dites, nous sommes la République. Nous sommes... Non, moi, je ne me suis pas exprimée comme ça. Hein. J'entends, mais si vous présentez c'est les d'autres. autres, vous dites, Ça, vous êtes c'est les d'autres. Républicains, et il y a de l'autre côté les extrêmes. Quoi qu'on pense de ces partis, beaucoup, des millions de Français votent pour eux. Est-ce qu'il est possible, dans votre esprit, de se réconcilier, de réconcilier la France en continuant d'extrémiser, entre guillemets, des partis pour lesquels les Français votent par millions? Est-ce que l'idée du cordon sanitaire à laquelle vous tenez, finalement, est-ce qu'elle est compatible avec la réconciliation? Je n'ai pas employé ces termes-là de cordon sanitaire. Non, mais ils etc. existent. Certains les emploient sans doute. Moi, je ne l'ai pas Pour vous, il employé. ne doit pas y avoir de cordon sanitaire? Non, j'ai dit, moi, très clairement, et vous m'avez largement interrogé là-dessus, ce que je considérais être dans l'arc républicain ou C'est pas, un peu la même chose, ceux non? avec lesquels je voulais ou pas qu'il y ait des accords politiques qui puissent exister. Mais la réconciliation Parce que ça peut-elle nécessite de faire clarté. l'économie du fait de La tendre la main à des réconciliation, gens qui ne pensent vraiment pas Je comme crois vous? pas, mais la réconciliation, je ne crois pas qu'elle passe par les partis politiques. D'accord. La réconciliation, elle passe par les idées politiques. La réconciliation, elle passe par la nécessité de parler à l'ensemble des Français. C'est comme ça qu'on progresse, c'est comme ça qu'on avance. Et vous avez bien vu Oui, mais- au cours des dernières années qu'encore une fois, les votes ont évolué. Je fais partie d'un parti qui est finalement extrêmement récent, qui s'est créé en 2016. Et donc Personne n'y croyait au moment de sa Ouais. création. Donc ça veut dire que des nouvelles offres politiques, elles ont su exister et elles ont su parfois d'ailleurs réconcilier au sein des familles avec des gens qui pour la première fois ont voté la même chose en votant Emmanuel Macron. Donc ça veut dire que c'est possible. Donc la question, elle n'est pas l'organisation des partis, elle n'est pas quel parti parle à quel autre. Moi, je ne suis pas là pour parler à des partis politiques. Je ne suis pas là pour parler aux Français sur les sujets qui les concernent, sur la question, encore une fois, de leur pouvoir d'achat, sur la question de Donc la l'emploi. réconciliation ne touche pas la question des partis. Ce sont les Français sans la médiation des Je pense partis. que c'est ça qui est le plus important. Je Et pose la question. oui, moi je pense que c'est ça qui est le plus important. Et je pense d'ailleurs que les Français aujourd'hui sont beaucoup moins attachés que par le passé aux partis politiques. Et est-ce que c'est Ils sont aussi la attachés guerre à entre des les élites et le peuple, personnalités comme on dit? politiques. Ils sont attachés à des causes politiques qui leur tiennent à cœur, quelles qu'elles soient. Mais ils sont beaucoup moins attachés à l'idée d'un parti politique, d'être membre d'un Et parti ils sont politique. moins attachés aussi à, d'une certaine manière, ce que fait la majorité, c'est-à-dire de construire des grands conseils de la refondation, des grands lieux de discussion où on pourrait finalement s'exprimer. Et puis à la fin, c'est la montagne qui accouche d'une souris. Pourquoi ce serait forcément la montagne qui accouche d'une souris? Parce Moi, que je crois on pas. on a vu les dernières consultations, on a vu ce que ça a Moi, donné je crois que dernièrement. quand déjà la réconciliation, ça passe justement, et vous l'avez dit vous-même, par le fait d'arriver à mettre autour de la table des gens qui pensent différemment et qui ne sont pas habitués Oui, mais à à la être fin, dans il y des a- cénacles et À à la être... fin, il y a une décision. Mais encore heureux que le politique prenne ses responsabilités et se décharge pas Oui, sur donc, d'autres. on écoute, mais on prend sa Des gens, décision. des gens Et ça, je différents. pense que c'est important, mais Mettre mettre autour des- de la table des gens qui pensent différemment. C'est ce qu'on Mais fait pas nécessairement des parlementaires. dans les territoires, notamment. C'est ce qu'on fait quand on fait Conseil national de la refondation, que ce soit sur l'école ou sur la santé, puisque ce sont les enjeux qui sont les enjeux prioritaires pour les Français. Je pense que les idées, elles viennent d'abord des territoires et elles viennent d'abord de celles et ceux qui, au quotidien, sont confrontés à ces difficultés. Donc mettre autour de la table d'abord nos enseignants, nos directeurs d'école, celles et ceux qui à un moment peuvent nous dire concrètement ce qui se passe dans leur salle de classe, mettre autour de la table à la fois les praticiens hospitaliers et la médecine libérale, oui. Je crois que c'est aussi comme ça que vous avez une part de la solution et c'est pas juste quelque chose de descendant avec une décision qui s'imposerait. C'est d'abord parce que vous avez tout ce terreau qui existe du Conseil national de la refondation. C'est un des outils que vous pouvez après mieux légiférer et mieux prendre vos décisions. En tout cas, moi, je crois que la réconciliation, elle ne peut pas ne pas faire l'économie, encore une fois, d'accepter de se parler tout simplement. Principe assez basique dans une démocratie, dans une république, mais je crois qu'ils sont nécessaires. Un tout dernier mot, Mathieu. La réconciliation, la refondation, ça vient quelquefois avec des symboles qui permettent d'unir les gens. On parle quelquefois de la bonne manière de nommer telle ou telle école. Faudrait-il aujourd'hui qu'il y ait une école Samuel Paty en France? Moi, je le souhaite. Après, c'est aux enseignants, hein, c'est de conseil d'administration de ces établissements. En tout cas, je crois que c'est malheureusement très révélateur qu'à ce stade, aucun établissement n'ait fait le choix de prendre le nom de Samuel Paty. Je peux comprendre que ce soit lourd à porter, mais je crois que c'est aussi un symbole très puissant pour dire que cet enseignant était le symbole même de ce que doit être l'enseignement dans notre pays, c'est-à-dire éclairer nos élèves, éclairer nos enfants sur la liberté de conscience. Je crois que c'est la mission cardinale de l'école aujourd'hui. Merci beaucoup, Aurore Merci à Berger, vous. d'avoir été l'invité du Grand Rendez-vous. Merci à vous, Mathieu et Stéphane. Grand Rendez-vous qui est le dernier de la saison. Bel été à tous sur Europe 1 et sur CNews.